Mais bordel, mais qui est ce chieur masqué? Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et bienvenue dans cette critique de la saison 2 d'American Vandal. J'avais adoré la saison 1 et donc que vaut la saison 2? Rapidement pour vous résumer qu'est-ce qu'American Vandal, écoutez, c'est un faux documentaire effectué par des lycéens qui essayent de rendre justice à un élève qui était accusé à tort dans la première saison d'avoir dessiné des bites à la peinture rouge sur des voitures. Et donc voilà, toute la saison, c'est l'enquête de ces lycéens pour essayer de prouver si c'est lui ou pas. Et la saison 2, on retrouve ces deux lycéens qui eux vont aller enquêter dans un autre lycée parce que maintenant leur programme a été acheté et produit par Netflix et donc Netflix est capable de leur financer vraiment toute cette enquête dans un nouveau lycée où là, on va essayer de savoir qui est le chieur masqué. Oui, le chieur masqué, voilà, c'est une petite crotte avec le même masque que moi, je suis super fier. Pour info, je ferai une partie spoiler un peu après la vidéo, là je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai bien aimé sans la partie spoiler. Et donc le chieur masqué, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu du laxatif dans de la limonade, ce qui a fait chier tous les élèves du lycée sur eux-mêmes, ils ont chié dans les poubelles, ils ont chié par terre dans leur casier, bref, ça a été, ils appellent ça de browning, genre l'espèce de marée marron, quoi. Donc une journée horrible dans le lycée où tout le monde s'est chié dessus. Et cet enfoiré de chieur masqué, il a créé un compte Instagram où il affiche publiquement toutes les victimes de son browning, là où les gens qui se sont chiés dessus, en les taguant vraiment, en mettant, regardez, lui s'est chié dessus, lui s'est chié dessus, et donc, bah voilà, qui est ce putain de chieur masqué? C'est ça qu'on va essayer de comprendre dans cette saison 2. Ce que j'adore dans American Vandal, c'est son concept. Donc c'est un faux documentaire, une fausse série documentaire, un peu à la matière de How to Make a Murderer, je crois, ce genre de série faux documentaire ou même vrai documentaire, je connais pas bien. Le truc, c'est que c'est appliqué à un lycée sur une enquête totalement grotesque. Enfin, grotesque d'apparence, mais qui est vraiment prise au premier degré. Donc on a cette espèce de décalage entre une enquête qui est hyper premier degré, où chaque indice est traité avec un sérieux total, mais le contexte sur lequel on enquête, qui est qu'on enquête sur des gens qui se sont chiés dessus, quoi. Et que les indices, ça va être, je sais pas moi, un mec qui pousse au lieu d'avoir la chiasse, enfin des trucs comme ça, quoi. Des espèces d'indices grotesques, mais qui sont tellement traités au premier degré que c'en est jouissif. Et cette saison 2, au début, j'ai eu un peu peur parce que le tout début de la série, ça commence par une espèce de reconstitution de cette fameuse journée de merde, là, où tout le monde s'est chié dessus. Faut que je trouve le nom français, je le connais pas en français, le nom de cet événement. Je vais dire la marée marron. Ouais, la marée marron, c'est pas mal. Donc le début de la série, on commence par une reconstitution de cette marée marron. Une reconstitution, vous savez, on voit jamais vraiment les personnages, c'est toujours des silhouettes, tout ça, un peu comme dans Crime, le truc de Morandini dégueulasse, là. Voilà, ce type de reconstitution. Et au début, ça m'a un peu inquiété, je me suis dit, mais c'est pas du tout crédible que des étudiants puissent faire ça, que des lycéens puissent reconstituer tout ça avec des acteurs et tout. Enfin, d'un coup, on sort de l'espèce de côté vraiment premier degré concret de la saison 1 pour avoir un truc qui est déjà un peu plus travaillé, et je me suis dit c'est bizarre. Et ce qui est génial, c'est que la série l'explique tout de suite et intègre la saison 1 dans sa dramaturgie. Le principe, c'est que la saison 1 a cartonné sur Internet, et donc Netflix l'a racheté pour en faire une série Netflix, et donc Netflix produit la saison 2. Donc c'est un côté méta qui justifie le fait que la saison 1 était déjà sur Netflix, et qui justifie que la saison 2 existe avec plus de moyens par Netflix. Alors évidemment, tout ça est bidon, hein. C'est préparé depuis le début, tout est fictionné, mais il y a une espèce de frontière entre la réalité et la fiction avec laquelle ils s'amusent à mort, et ça, je trouve ça mais totalement génial d'avoir eu cette idée-là, d'intégrer vraiment la réalité de comment une série Netflix est faite. Si elle cartonne sur Netflix, les mecs deviennent connus, donc ils passent au JT, et donc après les gens leur envoient des mails pour qu'ils aillent enquêter dans leur lycée. Enfin voilà, ils essaient de brouiller les frontières entre réalité et fiction, tout en étant vraiment conscient que ça reste de la fiction de tout en long, mais il y a plein de gens qui doivent peut-être se faire berner, je m'imagine qu'il y a des gens qui connaissent moins bien les rouages de l'audiovisuel que d'autres, et donc je trouve ça déjà une idée qui est terriblement efficace. Et donc pour être honnête, ce changement de style avec plus de moyens, avec ces reconstitutions, fait que le début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, et je me suis dit ah putain, je pense que je vais pas retrouver la magie de cette série comme il y avait eu dans la saison 1, et ça a mis vraiment 3 épisodes à vraiment démarrer et à ce que je sois totalement happé dans cette enquête, parce que voilà, à un moment, on n'en peut plus, on est là, on est halté, on veut savoir c'est qui ce putain de chieur masqué, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien géré, l'enquête est super bien foutue, parce que on passe vraiment d'un suspect à un autre, on a toujours un doute sur qui ça peut être, on a toujours une idée, et ce qui est bien, c'est que la fin est hyper bien foutue. Je parlerai de la fin dans la partie spoiler, mais vraiment, il y a un vrai truc, ça mouline pas dans le vide, quoi. On va vraiment quelque part, et à la fois on est malmené, mais il y a un vrai sentiment de satisfaction quand on arrive au bout de l'enquête, et ça c'est quand même bien trop rare dans les séries d'enquête, il y a des fois où c'est un peu trop simpliste, et là franchement c'est super bien foutu, aussi bien dans l'enquête que dans la thématique que ça véhicule, et le sens profond du sens de cette enquête-là, quoi. Donc c'est hyper profond, alors qu'on parle de mecs qui se chient dessus, quoi. C'est toujours pareil avec American Vandal, c'est ça qui est génial, c'est que ça paraît débile, mais ça veut dire énormément sur la jeunesse américaine à l'heure actuelle. Parce que c'est ça la force de cette série pour moi, c'est qu'elle arrive à capter l'air du temps, et par exemple ces indices, c'est des trucs qui sont hyper actuels, des trucs débiles, mais qui vraiment, quand tu les prends au sérieux, c'est malin, quoi. Genre, il y a par exemple toute une histoire avec le bug de l'iPhone. Il y a par exemple un bug, à une époque, il y avait un iOS qui avait un bug, et tous les I, donc les I en anglais majuscules, devenaient des espèces de carrés avec un point d'interrogation, un A avec un point d'interrogation, bref, ça buguait, et donc ils arrivent à savoir que c'est pas le téléphone de l'un ou de l'autre,
qui envoie les messages du chieur masqué parce que le chieur masqué a ce bug-là. Vous voyez, c'est ce genre d'indices qui sont vraiment ancrés dans l'actualité, dans la vie quotidienne de notre vie avec les téléphones, les réseaux sociaux et tout, mais qui, dans une enquête prise au premier degré, c'est hyper important de savoir si le mec qui écrit les messages, il a ce bug ou pas. Ça change totalement la liste des suspects. Après, il y a des trucs qui sont drôles et grotesques. Par exemple, la carte de visite du chieur masqué, c'est donc une merde avec l'emoji merde avec un masque dessus. Et le truc, c'est qu'il y a une meuf qui dit qu'elle l'a vu dans le portefeuille de quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui dit mais non, elle a pas vu cette carte, elle a vu la carte du vendeur de crème glacée qui a un logo similaire. Et c'est vrai que le logo du vendeur de la crème glacée, c'est genre une espèce de glace au chocolat en forme de... Et ça ressemble à une merde, quoi. Et, tu vois. Et donc la meuf dit bah non, je suis sûr d'avoir vu le truc du chieur masqué. Et l'autre dit mais non, t'as vu celle du yaourt. Tu vois, les deux ressemblent à des merdes. Enfin, c'est grotesque, mais à la fois c'est drôle et ça met le doute et tu sais pas qui a raison. Et donc tu te mets à te dire non mais est-ce qu'elle a vraiment vu la merde ou est-ce qu'elle a vraiment vu la crème glacée. Tu vois, de réussir à te faire ça, c'est trop bien, quoi. Et si la série fonctionne, c'est aussi grâce au profil des lycéens qui sont observés et qui sont traités comme des suspects. Donc le personnage principal, on va dire que c'est un mec qui s'appelle Kevin McClane, qui est un peu le mec qu'on a tous connu, qui est sympa mais à la fois un peu malaisant et qui essaye tellement d'être différent qu'il en est hautain et donc qu'il en est agaçant, mais qu'à la fois il n'est pas méchant pour autant. Enfin, vous voyez, je pense qu'on en a tous eu un dans notre lycée. Et c'est vraiment des personnages qui sont à la fois pas caricaturaux parce que ils sont vraiment, ils existent et je trouve qu'ils ressemblent pas non plus à des archétypes de personnages, mais on a tous l'impression de l'avoir connu, quoi. Et ça, c'est assez fort d'avoir des personnages qui vraiment prennent vie très rapidement devant nos yeux sur cette série et tous sont comme ça. Le basketteur il est génial, le pote du basketteur il est encore mieux. Enfin, c'est des personnages qui après sont hyper complexes, qui ont des vraies motivations, des vrais intellects particuliers qui fonctionnent d'une manière qui est bien décrite dans la série. Ce qui fait que quand on commence à essayer de savoir qui a fait quoi, selon leur personnalité, on se dit, eh ben non, lui, il aurait pas pu faire ça. Enfin, vraiment, il y a un côté ludique par les personnages qui nous sont montrés et qui sont magnifiquement traités. Mais surtout, la force d'American Vandal, c'est que ça parle vraiment de la jeunesse américaine à l'heure actuelle. Mais c'est la meilleure série qui en parle. J'ai déjà fait cette réflexion sur ma vidéo sur 13 Reasons Why, mais American Vandal, c'est la série la plus pertinente sur la jeunesse à l'heure actuelle, sur les moyens de communication, sur les rapports qu'on a, sur le système de caste qui est plus du tout celui d'ancien avec la table des sportifs d'un côté, les cheerleaders à côté, les nerds dans un coin. Non, le lycée maintenant américain, il est plus comme ça, il est éclaté. Mais il y a des individualités qui se séparent, il y a le côté personnalité en ligne qui joue, la popularité qu'on a en ligne. Enfin, il y a énormément de paramètres qui sont à prendre en compte pour créer un lycée qui soit vraiment crédible à l'heure actuelle. Et American Vandal y arrive, mais à 100% pour moi. Et tout ça est utilisé pour traiter des thématiques qui sont vraiment loin d'être crétines. Donc on a par exemple toute une thématique sur un jeune mec qui vient du ghetto et qui est joueur de basket, qui est genre la star du lycée. Et il y a tout ce discours sur est-ce que tu es vraiment à ta place quand tu es un joueur de basket qui n'est pas du même univers que tous les élèves qui t'adorent. Est-ce que tu es vraiment leur ami ou est-ce que tu es juste quelqu'un qui regarde en se disant ah j'aimerais bien être lui plutôt que ah c'est un mec que j'aime bien. Enfin tu vois, donc ça critique les rapports de classe, ça critique même les séparations raciales de manière qui n'est pas du tout forcée, qui est juste vraiment au fil du film et qui est disséminée comme ça tout au long de la série, quoi. Ça parle du besoin de représentation sur les réseaux sociaux, l'image qu'on se donne, l'image qu'on essaie de transmettre, comparé à l'image qu'on est vraiment, qui on est intérieurement et qui on est sur notre smartphone. Enfin, déjà, ça c'est une énorme thématique de la série et c'est quelque chose qui est hyper actuel et qui est important de parler parce que c'est un sujet qui inonde toute notre vie, la manière dont on interagit avec les autres par les réseaux sociaux par rapport à qui on est vraiment dans la vraie vie et l'image que cette image qu'on essaie de créer finit par créer de nous. Enfin, tu vois, on se fait battre par notre propre avatar par moment. Enfin, c'est assez dingue. Et cette série en parle de manière magistrale, notamment vers la fin. Et après, ça parle par exemple de harcèlement, de cyberharcèlement de manière terrible. C'est-à-dire que c'est à la fois hyper léger et quand ça tombe vraiment, les conséquences sont lourdes et ça te fait chier, quoi. T'es là, tu fais putain, mais ah ouais, ça, faut pas déconner en fait avec ça. Faut vraiment pas déconner. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça parle aussi par exemple du revenge porn. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui finalement sont pas si légers que ça, qui restent traités avec légèreté, mais qui arrivent à toucher vraiment par moments des espèces de d'éclair de limpidité et surtout de justesse dans la réalité de ce qu'ils mettent en place, qui fait que tu as des séquences qui sont hyper touchantes et vraiment premier degré et vraiment prenantes. Et tu es là, tu te dis putain, mais c'est chaud, quoi. Et donc, comme je le disais, la fin est magnifique. C'est vraiment une fin de série qui est une des plus satisfaisantes que j'ai vues de toute ma vie. Alors ouais, c'est des saisons qui sont vraiment fermées, hein. Vous pouvez regarder la saison 2 sans avoir vu la 1. Ça passe crème, il n'y a pas de problème. Et donc on est sur une enquête et quand la fin arrive, vraiment, tu as ce sentiment de satisfaction digne d'un super polar, quoi. Parce que tu as ce moment déjà où tu te dis, où tu comprends ce qui est en train de se passer un peu avant, qui te le révèle réellement, et tu es là, tu fais oh putain, mais oui! Genre voilà, tu as vraiment ce moment-là qui est quand même hyper jouissif quand tu regardes un polar, d'avoir ce oh putain, mais oui! Mais oui, c'est lui, quoi! Et après, même l'explication et tout ça, elle est géniale parce qu'elle est hyper profonde, elle a un vrai fond, un vrai sens, elle est loin d'être gratos, et en plus, il y a un côté où
tout s'enchevêtre parfaitement pour te donner un puzzle magnifique à la fin, quoi, dont tu avais toutes les pièces, donc que tu aurais pu reconstituer si tu avais réussi à bien gérer. Et c'est tellement bien foutu que, honnêtement, ça fait partie des meilleures enquêtes que j'ai vues dans des séries depuis très longtemps, quoi. Alors qu'on parle toujours de mecs qui se chient dessus. Hein. Donc honnêtement, si vous n'avez pas vu la saison 2 d'American Vandal, allez la voir, ça vaut grave le coup. Si vous n'avez pas vu la 1, allez aussi la voir. C'est deux ambiances différentes, mais je trouve que les deux sont génialissimes dans leur traitement des réseaux sociaux, le traitement de la technologie, dans la manière d'être hyper premier degré sur des traitements d'indices qui peuvent être grotesques, mais qui à la fois doivent être pris en considération. Et donc allez-y, allez découvrir cette série, honnêtement, si vous aimez les ambiances de lycée américain, vous n'allez pas être déçus, ça va renouveler un peu tout ce que vous avez vu sur le sujet, et ça vaut grave la peine, donc franchement, foncez. Et maintenant, j'ai juste envie de vous parler de quelques trucs en mode spoiler, histoire de décrypter un peu cette fameuse saison et cette enquête, donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, parce que là, je vais rentrer en mode spoiler. Alors, il y a un petit truc que j'avais mal compris, moi je pensais que le chieur masqué, il avait pris lui-même les photos des gens qui se chiaient dessus, alors qu'en fait, je crois qu'il a récupéré des captures d'écran de vidéos que d'autres élèves ont fait, je pense quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est peut-être un des points qui n'est pas très très clair. Après, il y a par exemple cet indice aussi qui m'a un peu perturbé, où il parle du fait qu'il y a un mec qui met des points après les emojis, et le chieur masqué le fait aussi, et c'est un truc qui reviendra jamais après. Ce qui est un peu dommage, parce que c'était un point que je trouvais important, parce que oui, on met pas de points après un emoji, c'est quand même bizarre, quoi. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin de mettre un point après un emoji. Sinon, pour revenir sur la révélation, cette fin de saison où tu as ce canal avec cette espèce d'avatar de meuf sur Instagram qui drague du monde et tout ça, et quand ça se... En fait, d'un coup, l'étau se resserre, t'arrives sur le coupable, le mec qui répare les téléphones portables au mall, là, et à ce moment-là, tu penses que ça va s'arrêter, et en fait, quand ça se réouvre, et que tu as toute l'enquête qui est révélée, et donc toute l'affaire, et qui a fait quoi, et tout ça, et Kevin McClane qui est donc impliqué, qui a fait le premier truc sans avoir eu besoin d'envoyer une photo de lui à poil, enfin, d'un coup, ça se réélargit, et en fait, tu te rends compte que tu avais tout en main pour tout comprendre, et que tout fait sens, mais que t'as vu tout ça passer devant ton nez parce que c'était trop bien foutu, quoi. Et ça, franchement, c'est terrible, c'est génial, quoi. C'est tellement jouissif dans une série d'arriver à ça et d'arriver au moment où tu sais qui est le coupable, mais même en sachant qui c'est, t'as pas encore l'entièreté de ce qui s'est passé en tête, quoi. Et t'as besoin qu'on continue un tout petit peu l'enquête pour vraiment réussir à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, quoi. Et après, ça donne des séquences géniales. Enfin, pour moi, la séquence où t'as donc, putain, j'ai oublié son nom, le basketteur qui se confesse dans la voiture et qui explique tout son rapport avec comment ça s'est passé, comment il a dialogué avec cette fille sur Internet, et que cette fille a réussi à savoir qui il était vraiment, et comment il a pu se confier. Il a fini par envoyer sa bite en photo, qui n'est pas circoncise, et ce qui choque tout le monde, tu vois, parce que ça alterne entre le drôle et le sérieux dans la même séquence. Enfin, c'est vraiment une alchimie magistralement maîtrisée. Et cette séquence, voilà, il faut à mourir de rire, parce que quand il parle de sa bite qui n'est pas circoncise, moi ça me fait marrer, et qu'après, il est hyper premier degré, hyper touchant, quoi. Donc, quand il est là d'expliquer que lui il fait pas partie de ce monde, qu'il a l'impression d'être la star mais qu'à la fois c'est totalement fictif, qu'il se sent pas réellement aimé, qu'il se sent plus envié qu'autre chose. Enfin, c'est vrai, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté où tu sens qu'il y a une vraie sincérité dans ce que vivent les personnages dans cette série, tout en étant drôle, parce que ça reste des choses qui sont légères. On parle de gens qui se chient dessus, des gens qui envoient leur bite en photo. C'est pas forcément hyper léger, mais il y a pas cette espèce de lourdeur comme dans un certain Reason Why où on parle d'un suicide et c'est hyper attention, c'est lourd, tout est prenant, pesant, tu vois, c'est dramatique. Là, ça reste des événements qui peuvent être, qui ont des grosses conséquences, mais qui sont grotesques et légers. Et c'est ça, c'est vraiment cette force de ton qui fait que cette série est magistrale, quoi. Et vraiment magistrale, quoi. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai plus rien à dire sur cette magnifique série. Allez la découvrir. Si vous êtes arrivé dans cette partie spoiler, franchement, c'est que vous l'avez déjà découverte. Et j'espère que vous avez grave kiffé cette saison. Moi, il y a vraiment... et à un moment, je pensais que ça allait être le petit blond qui se fait justement insulter par le basketteur assez souvent, qui se fait traiter de... Ouais, il l'envoie chier, enfin, il se fout un peu de sa gueule plusieurs fois. Et je pensais que ça allait être lui à un moment. Et non, voilà. Écoutez, bon, voilà, le chieur masqué a été révélé. C'était une belle enquête, ça m'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la partager. N'hésitez pas à liker, partager, tout ce qu'il faut. Ne vous faites pas avoir par des gens qui prennent des fausses identités sur Internet et n'envoyez jamais votre bite à des gens. Hein. Voilà, le revenge porn, ça arrive très très vite. Hein. Certains youtubeurs pourront vous en parler. Allez, la bise, à la prochaine. Bonne toile.